Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une analyse en rapport avec le CPI de demain. On va également faire une analyse sur pas mal de choses, pas mal de news aujourd'hui. La faillite d'un gros exchange, Bitrex, et également pas mal de choses autour, on va dire, du monde de la bourse, etc. Puisque vous savez que c'est important de garder un œil sur toutes ces choses-là. On est là sur le BTC face au dollar en daily, comme d'habitude, comme à chaque début de vidéo. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à vous abonner, vous inscrire sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo, mettre un like, c'est important, et éventuellement, bien entendu, et bien un commentaire d'encouragement. On est là sur le Bitcoin face au dollar et vous voyez que on tient toujours pour le moment cette trend que je vous avais mis, qui est une trend weekly, donc une trend de semaine, bougie d'accumulation à bougie d'accumulation, et on se fait repousser à ce stade par cette trend là qui est une trend 4 heures. On avait ici ce triangle qui nous a donné une résolution vers le bas, c'est-à-dire que cette trend là désormais a été perdue et ce triangle a trouvé sa résolution désormais en bas. Donc sur le daily, pas grand chose à dire, sauf à dire que bien entendu, désormais à partir du moment où on perdra ce creux majeur ici, on peut estimer que effectivement on passe sur une tendance daily qui désormais pourrait être baissière, d'accord? Ça c'est la première question qu'on peut se poser. Est-ce que réellement on va pas tenir ici cette trend weekly, ou alors est-ce qu'on va pendant la semaine venir faire un tour sous la trend sans réellement faire une bougie entière sous cette trend là, une bougie entière signifiant bien entendu un corps de bougie. On a éventuellement une figure de retournement ici, vous le voyez, avec une éventuelle épaule tête-épaule. J'ai une épaule ici à droite qui est beaucoup plus haute que l'épaule gauche, mais c'est pas nécessairement ici un problème en soi. On peut éventuellement estimer cette figure. En tout cas, on peut estimer que si jamais on passe sous la barre des 27,2, on a des bonnes chances d'aller côtoyer à nouveau les 25. Ça, c'est les 2 ou 3 premières choses importantes. Hier, on a parlé également, bien entendu, des frais de transaction sur Bitcoin qui étaient en train de partir en flèche, et donc du coup, c'est quelque chose qu'on va suivre également, et on va en parler également dans la vidéo du jour. Concrètement, si on regarde la 4 heures, j'ai pas vraiment de trend d'accumulation à ce stade sur laquelle on peut se raccrocher. J'ai uniquement, comme je vous le disais tout à l'heure, ce niveau des 26,5, mais avant cela, celui des 27,2. Si jamais on descend dans les time frames, on voit que c'est relativement propre au niveau de la weekly, à quel point elle a été retestée. On a eu effectivement ce qu'on attendait, en tout cas comme première réaction au retest de cette trend. Vous voyez qu'on a quelque chose qui se passe. On reteste le point suivant, on n'arrive pas à le passer. Vous le voyez, c'est la jaune qui est ici. Donc pour le moment, on peut éventuellement se dire que si on suit, on va dire la trend du 15 minutes, 1 heure, là on est plutôt sur du 1 heure, on pourrait éventuellement perdre ce niveau et venir tester les 27,2 à nouveau. Ça, c'est la première chose en ce qui concerne Bitcoin. On va aller voir la stablecoin dominance également. Combien mesurent les stablecoins sur le total de la crypto? Quel pourcentage mesurent les stablecoins sur le total de la crypto? C'est un petit peu notre Dixie à nous. C'est notre indice du dollar. Et vous voyez qu'on est actuellement sur résistance. Donc, on pourrait ici, éventuellement, se retrouver rejeté par ce point-là. Donc, éventuellement, trouver un point sur lequel, la stablecoin dominance, malheureusement, si jamais elle n'arrive pas à passer ça, là c'est une bonne chose, résistance, donc on rejette, donc on retourne vers les 10% et on retourne entre guillemets vers les 28-30 000 $ sur Bitcoin. Et si jamais par contre on met en avant cette épaule tête épaule et qu'on arrive à casser au-delà de ce niveau des 11% et quelques que vous voyez là, à ce moment-là la target elle serait un retour aux 12%, c'est-à-dire je pense que au niveau du 14 mars ici on devait être autour des 25 000 $. C'est ce qu'on va vérifier ensemble. Si on revient au niveau du 14 mars sur Bitcoin, je crois que j'avais déjà un petit peu fait cette analyse-là. Vous voyez, on était sur une bougie qui était entre 24 et 26, donc effectivement, 25 000 $. Ethereum BTC qui est très légèrement haussier sur ce stade-là, donc là on peut dire qu'effectivement sur Ethereum BTC on a trouvé une forme de bottom éventuellement. Et en ce qui concerne Ethereum US dollar, vous comprenez ce qui est 27,2 sur Bitcoin est en fait sur Ethereum 1815, et on est typiquement déjà sur ce point-là en ce qui concerne Ethereum. Donc attention dans la zone, on va essayer de regarder s'il n'y a pas une 4 heures. Non, c'est pareil, on a ce niveau qui est à plat, vraiment 1815, et si jamais on le perd, on est éventuellement sur une config de potentiel, vous le voyez ici, double top, c'est un M ici, donc du coup target, si jamais on devait
devait être baissier sur Ether qui serait autour de, je pense, quelque chose comme $1600, $1500, $1599. Ça correspondrait quelque part potentiellement pour le coup à venir rejouer avec également une trend en daily sur Ethereum qui voudrait dire tout simplement on ne perd pas ici le creux majeur qui pour moi est ici. On revient ici, vous le voyez, retester la trend qui est verte qui est là et ça veut pas dire qu'on est nécessairement ici en train de repasser baissier sur Ethereum tant qu'on ne perd pas en fait finalement les $1406. On ne perd pas le creux majeur et on garde cette trend d'un mouvement qui continue à être ascendant comme ceci. Donc pour moi pas de panique encore à ce stade, mais néanmoins eh bien on pourra avoir un peu d'action baissière dans la zone. Je pense néanmoins qu'on est ici à l'aube d'un rebond. Un rebond qui va venir nettoyer les shorters qui sont peut-être un petit peu trop nombreux dans la place en ce moment. C'est ce qu'on va regarder ensemble quand on ira voir la liquidité. On va désormais aller voir tout ce qui se passe au niveau de la macro. Et au niveau de la macro, vous voyez ce qui commence à être un petit peu inquiétant. C'est le plafond de la dette aux États-Unis. Aux États-Unis, le plafond de la dette est fixé par décret plus ou moins, c'est-à-dire qu'il doit être voté par le Congrès. Actuellement, on arrive à ce fameux plafond de la dette, c'est-à-dire que les États-Unis sont trop endettés par rapport au niveau nominal maximum qu'ils ont accepté, on va dire, il y a de ça 2 ou 3 ans. C'était peut-être même l'année dernière, c'était il y a 1 an. Et donc, tous les ans, on a cette espèce d'épisode, entre guillemets, qui est de dire, est-ce que les États-Unis vont faire défaut sur leurs factures, tout simplement? Est-ce que les États-Unis sont capables de dire, eh ben, on n'augmente pas ce plafond de la dette? Et là, vous voyez que l'administration Biden est en train de se battre fort pour pouvoir bien évidemment augmenter ce fameux plafond qui je pense sera augmenté comme tous les ans, mais tous les ans on a le droit un petit peu à ce feuilleton au mois de mai-juin. Ici, vous voyez que à partir du 1er juin, il semblerait que si jamais cette limite n'est pas augmentée, on va toucher le plafond de la dette à ce moment-là. C'est Janet Yellen, qui est la secrétaire du Trésor américain, qui tire un petit peu la sonnette d'alarme ici dans ce contexte-là. Le Bitcoin qui se négocie sur Binance avec un premium de $650. Ça veut dire que d'une certaine manière, vous avez une différence entre Binance US et Binance. Visiblement, il semblerait que certains market makers n'acceptent pas de venir faire les arbitrages sur Binance US. Donc peut-être attention de ce côté-là. Alors nous, on n'est pas concernés, hein, personnellement étant en Europe et étant plutôt sur Binance. Mais sur Binance US, il y a un énorme FUD en ce moment qui aurait trait à de la régulation éventuelle. Si les market makers qui sont en général les plus initiés, hein, puisqu'on parle de sommes assez conséquentes finalement pour faire des arbitrages, c'est-à-dire globalement qu'est-ce qu'un arbitrage, on va dire que le BTC est $300 moins cher sur Binance, donc je vais aller l'acheter sur Binance et je vais derrière le revendre sur Coinbase par exemple. Donc du coup je vais empocher les $300 de différence, moins les frais bien évidemment de transaction. C'est quelque chose qui en général se fait par les market makers, et là en l'occurrence si jamais il n'y a pas d'intervention de leur part, ça veut dire que peut-être attention, il se passe quelque chose du côté de Binance US. Alors moi j'ai regardé un petit peu du côté de Binance, etc. Bon, il n'y a pas forcément des choses qui sont en train de transpirer, si ce n'est qu'il y a un listing bien évidemment des Bitcoin, des NFT sur Bitcoin dans pas longtemps sur Binance, mais attention à ce type de signal qui pourrait dire régulation sur Binance aux US, donc potentiellement encore du FUD autour de la SEC et toutes ces choses-là. Et il y a un exchange qui a fait les frais de la SEC, j'essaie de vous retrouver l'article, c'est Bitrex, vous le voyez, à peine un mois après avoir été attaqué par la SEC, donc la Security and Exchange Commission, qui est un petit peu la commission des opérations boursières, on va dire, ou plutôt même l'autorité des marchés, l'AMF, l'autorité des marchés financiers aux États-Unis. Et bien, du coup, Bitrex qui se met en banqueroute, donc ils ont rempli ce qu'on appelle un Chapter 11. Chapter 11, c'est une banqueroute, en fait, quand vous déposez le bilan, tout simplement. Et là, c'est ce qui vient d'être fait au niveau de leur branche US de leur côté. Il faut comprendre que Bitrex est un exchange historique assez important, donc tout le monde connaît le nom, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui est historiquement assez important. Cependant, vous le voyez ici, en 2018, Bitrex représentait à peu près en USD 23% du marché, et désormais il était tombé en 2021 à seulement 1% du marché, et il ne s'est jamais récupéré depuis. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est vraiment une petite somme, on estime entre 500 et 1 milliard la totalité des assets qui sont détenus sur Bitrex. Je sais pas si à ce stade Bitrex a, enfin c'est très certainement le cas d'ailleurs, s'ils ont coupé les retraits, mais en tout cas bah, c'est un exchange de plus qui finalement s'en va dans la tombe.
Donc c'est jamais ici très réjouissant. Vous vous rappelez que c'était à peu près à la même période, je pense que c'était à peu près en mai dernier, où FTX on était plutôt sur le crash Luna, je pense, en mai dernier. Voilà, où on avait eu déjà quand même des soucis autour de ça. Goldman Sachs qui pense que l'intérêt pour la crypto est en train de tomber au niveau des ultra riches, avec une étude qui montrait que 62% des familles ne sont ni investies ni intéressées par la crypto. C'est également ce qu'on voit ici sur cet article-là, 32% quand même des foyers qui seraient investis sur les digital assets. Donc on pourrait avoir quand même, parce que moi je trouve que ce chiffre de 32% aux États-Unis est relativement important, on pourrait avoir un enjeu électoral autour de la crypto. Si effectivement vous êtes pro-crypto, vous pouvez éventuellement, pour les prochaines élections, gagner des voix avec ça. Le Liechtenstein qui dit que le gouvernement va accepter les paiements en Bitcoin et qu'ils sont ouverts à de l'investissement dans des réserves éventuellement en Bitcoin également. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. C'est certes un petit État, mais on est plutôt friand de ce type d'adoption tout simplement institutionnelle. Ici les actions qui tombent alors que les investisseurs attendent les datas de l'inflation, puisque tout simplement demain on aura un CPI, donc un indice des prix à la consommation américain qui va sortir. Ça sera à 14h30 et ça sera vraiment très important. À mon avis, le CPI, il va être plus ou moins flat sur ce mois-ci. On en a déjà beaucoup parlé sur la chaîne, on en a notamment parlé dans la vidéo de dimanche. Je pense donc qu'on sera pas loin du consensus. Maintenant, un CPI flat, c'est jamais très bon, et même le marché, je pense, est déjà en train de pricer un peu ces choses-là. Vous le voyez ici, on avait un previous sur le inflation rate, donc du coup le taux d'inflation, qui était à 5%, et on a un consensus ici qui prévoit effectivement 5%. Et personnellement, quand je vais voir un petit peu tous les indicateurs qu'on peut avoir, je pense qu'on sera effectivement autour des 5%, d'abord parce qu'on a eu un regain du pétrole au début du mois de avril et que ensuite finalement le pétrole a recorrigé, mais du coup on a peut-être potentiellement ici un petit peu de ce que j'appellerais de l'inflation de l'offre, c'est-à-dire tout ce qui est hors core CPI, donc tout ce qui est au niveau de la bouffe et tout simplement du pétrole qui a été plutôt à l'augmentation. Vous voyez également que sur le corps on est également flat, c'est-à-dire qu'on a, donc le corps c'est toute l'inflation moins justement la bouffe et le pétrole, où là en l'occurrence on a un consensus à 5,5 et le preview c'était à 5,6, soit une baisse de 0,1%. Je pense qu'on devrait pas être très loin du consensus, donc c'est déjà plus ou moins quelque chose qui est en train de se mettre dans les prix, c'est-à-dire que effectivement si on a une réponse du CPI demain qui est au-delà du consensus au niveau de l'inflation, ça sera pas une très bonne nouvelle. Si on a une réponse qui est en dessous, ça sera plutôt une bonne nouvelle. Mais à ce stade, pour moi c'est déjà quelque chose qui est en train de se mettre dans les prix tranquillement. C'est pour ça qu'on est relativement baissier, c'est qu'on s'attend finalement à un CPI qui soit au consensus, c'est-à-dire quelque chose de flat. Il faut comprendre ici que quand on regarde notre courbe d'inflation habituelle, on va la retrouver ici. Et désolé pour la redite puisque c'est quelque chose que dont j'ai déjà un petit peu parlé sur la vidéo d'hier, mais on voit qu'on avait une trend assez intéressante, et ça depuis le mois de septembre, où on a cette ligne verte ici qui pourrait nous ramener à une inflation de 2% qui est la target de la Banque fédérale américaine d'ici le mois d'août, et malheureusement je pense ici qu'on va avoir un petit plateau à 5% effectivement. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que ça retarderait un peu cette histoire. On a également une autre trend et qu'on avait mise en avant et qui elle donc c'est la trend supérieure, là vous le voyez ici entre les deux plus hauts, c'est-à-dire que finalement là on aurait un petit plateau et ensuite on repartirait vers le bas, et qui en l'occurrence nous ramènerait autour de juin 2024 au target de la Fed, c'est-à-dire 2%. Je pense pas que ça va être le cas, je pense pas sincèrement qu'on va venir retester cette trend, en tout cas avant un moment, et je pense pas qu'on mettra autant de temps à faire plomber l'inflation. Je pense que c'est le dernier CPI qui sera pas génial, enfin on aura ce CPI là qui sera pas génial, et par contre je pense que derrière on risque de replomber assez vite. Donc finalement le juste milieu se trouve quelque part entre la première ligne de tendance que vous voyez ici et qui nous emmènerait au 1er août 2023 à 2% d'inflation, et je tablerai plutôt personnellement sur la fin de l'année en tout cas à ce qu'à un moment donné avant les élections on ait déjà atteint les 2% et on soit déjà éventuellement dans un rallye sur les actions, de manière tout simplement à ce que Biden soit réélu, puisque on va dire l'être humain est très court-termiste et que malheureusement on n'a que des caténas ici qui nous permettent d'aller d'une data à l'autre. Excusez-moi pour le petit balbutiement. On passe la page de pub et on va faire la liquidité. Ensuite, on ira faire la partie
scalping, c'est-à-dire les toutes petites time frames. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de 2 exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces 2 exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo et là vous aurez 3 liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID. Et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces 2 exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, hein, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Allez, la liquidité, hier on a liquidé 131 millions de dollars, soit une journée normale plus. Vous voyez qu'à peu près 45 millions ont été liquidés sur Bitcoin plus Ethereum, c'est-à-dire un tiers, c'est relativement faible. Ça veut dire qu'on a beaucoup liquidé sur les altcoins. Ensuite, quand on regarde le carnet d'ordre, j'ai quelques ordres qui étaient apparus ici à la vente. Vous voyez qu'ils se sont un petit peu ravisés quand on s'en est rapproché. Et à ce stade, j'ai quelques ordres à l'achat également en dessous. J'ai un gros mur d'ordre ici au 25 700. Mais on est dans une zone plutôt neutre. Bon, si on veut redépasser à nouveau les 28 000 dollars, il faudra quand même pouvoir absorber la vente de 4 ou 500 bitcoins. En ce qui concerne les marchés en levier... qu'est-ce qu'on a pris comme borne? Les bornes précédentes sur Bitcoin, on n'a rien touché, on est plutôt dans la latéralisation. Qu'est-ce qu'on voit sur ce qui s'est passé dernièrement? Déjà, on voit qu'on est pas très loin des 6,33 milliards, donc zone dans laquelle on a tendance à déleverager d'habitude. On voit une très légère augmentation du prix avec augmentation du funding, donc jusque là tout est normal, et ici on redescend et le prix redescend. On est peut-être légèrement shorté au top, on est légèrement longué au top ici, puisque vous voyez que ici, donc en fait on avait un point à prendre ici dans la zone qui désormais vient tout juste d'être pris. On voit également les 27,4 qui deviennent un nouveau niveau potentiel où on pourrait holder le prix, c'est-à-dire que l'attaque pour le moment de cette petite jambe ne se passe pas très bien, mais ça on en parlera dans la partie scalping. Pour moi, rien à rajouter, tout est à peu près normal. On pourrait ici mettre des prix de price action logique entre guillemets, c'est-à-dire dire qu'on met un top ici en trétillé mais il n'y a pas d'anomalie, et dire qu'on met un bottom ici en trétillé également et en rouge, voilà, en disant bon les deux bornes ont été shortées longuées, mais je suis pas sûr que ça ait un intérêt vraiment important. En tout cas, tout est normal au niveau de l'open interest. On n'est pas sur un trop plein d'optimisme et avec énormément de longueur dans le train. Sur Ether,
Sur Ether, pour moi, même chose, j'ai un prix qui est haussier jusque là, et là, effectivement, j'ai un funding qui augmente, vous voyez que ça se suit là, et puis derrière, je recorrige un petit peu, je latéralise sur le prix, je latéralise sur le funding, donc on est littéralement sur la même analyse en ce qui concerne Ether, c'est-à-dire que ce point-là est peut-être très légèrement longué, certes, et ce point-là très légèrement, shorté, longué, mais voilà, on n'est pas sur quelque chose sur lequel j'ai des anomalies qui, moi, m'intéressent plus en général, on est sur quelque chose d'à peu près normal. Quand on regarde les poches de liquidité, on peut se dire qu'éventuellement, il peut y avoir un réveil haussier, tout simplement parce que désormais sur Bitcoin, on a 11 milliards de positions leveragées qui sont au-dessus du prix. C'est-à-dire qu'on a plus de liquidation à prendre au-dessus du prix, on a plus de shorters que de longeurs. Sur les 5 derniers jours, le delta est très largement en faveur des shorters. Donc on pourrait ici penser que éventuellement le prix va nous donner quelque chose de très légèrement haussier sur les jours prochains, ou en tout cas qu'on n'est pas très loin d'un point potentiel où le prix pourrait tout simplement nous donner un petit rebond. Peut-être potentiellement, alors là, si on regarde les x100, vous voyez que les grosses positions sont assez vite sorties. On a quand même quelque chose ici à prendre à 28,4 éventuellement. Et puis après, on a quelques positions, mais vous voyez que les grosses positions, en général, elles donnent lieu à un rebond. Ça n'est pas le cas pour celle-ci, qui n'a pas été sortie. Mais voilà, donc... voilà, en tout cas, on peut vraiment dire ici que on a quand même plus de positions longues, plus de positions short que de positions longues, et que potentiellement, si on suit la liquidité, on pourrait avoir un rebond. C'est un peu moins le cas. Si on a quand même 5 milliards sur Ether, c'est quand même assez conséquent. Donc plus ou moins la même analyse sur Ethereum, puisqu'on est à la moitié de Bitcoin, ça reste entre guillemets des proportions normales. Et quand on regarde les x100 pour le coup sur Ethereum, on a peut-être cette position ici autour des 1946 qui pourrait être nettoyée, ou en tout cas venir un petit peu à l'attaque de ça. De ce point-là, c'est-à-dire potentiellement les 1900, retoucher éventuellement les 1900 sur Ethereum, pourquoi pas. Quand on regarde la 12 heures sur Bitcoin, eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble. On a plutôt nettoyé du long et on est à peu près à l'équilibre, c'est-à-dire qu'on a autant de short que de long qui rentrent en position sur les 12 dernières heures. Quand on regarde la 7 jours, toujours sur Bitcoin, et bien là, vous voyez qu'on a très très bien nettoyé la zone qui était en dessous ici. Donc à ce stade, soit on va réellement sous les 25,6 et on laisse gagner tous ceux qui sont à 30-31. Soit on latéralise sur la zone. À ce moment-là, on cherchera une direction, plus de shorter que de longueur ou pas. Et à ce moment-là, on trouvera une direction éventuellement. Personnellement, je tablerai peut-être plus sur un retour dans la zone de valeur qui est en haut. Mais vous voyez ici qu'on est assez proche, tout simplement de la zone des 25,8. Donc là, je vous laisse un petit peu seul juge, c'est un petit peu à vous de voir, mais personnellement moi j'irais plutôt dans le sens d'aller chercher la liquidité qui est un peu plus fraîche. Et or sur les 5 derniers jours, on voit que la liquidité fraîche est plutôt shorteuse, mais pourquoi? Tout simplement parce qu'on a liquidé un maximum de longueur. Quand on regarde là un mois, on voit que c'est la zone des 26,3 qui menace, et on voit que pour le coup c'est la zone des 31-32, mais ça on en a déjà pas mal parlé sur les dernières vidéos, qui pourrait éventuellement nous attirer vers le haut. En regardant la 12 heures sur Ethereum, c'est la même chose, un peu équilibrium, autant de short que de long sur les 12 dernières heures. Quand je regarde la 7 jours, relativement la même chose. On a peut-être encore quelque chose à nettoyer sous les 1805, mais on a quand même bien nettoyé ici toute la zone du bas. Et par contre, 2100, éventuellement, si on doit short squeezer vers le haut, il se pourrait que on latéralise un petit peu et qu'on fasse une action de prix un petit peu en M à nouveau, une nouvelle fois, pour éventuellement enclencher encore du short. Par contre, Ethereum, il a quelque chose à aller vraiment faire, il a quelque chose à aller chercher autour des 1680. Est-ce que ça va se faire, ça? Est-ce que ça va se faire réellement sur fond d'un FUD, sur Ethereum en particulier, par exemple, puisque vous voyez que sur Bitcoin, la zone est beaucoup moins propice à la correction? Ou alors est-ce qu'on va avoir tout simplement un Ethereum qui latéralise alors que on a est-ce qu'on va avoir un Bitcoin qui latéralise alors qu'on a un Ethereum qui plombe? C'est une bonne question. En tout cas, ça fait un moment qu'on regarde un mois là sur Ethereum et qu'on dit qu'il y a quelque chose à prendre en dessous, alors que Bitcoin l'a potentiellement beaucoup moins. On retourne ici sur le prix, on retourne sur Bitcoin et on va faire les toutes petites time frames. Alors en l'occurrence,
si j'y arrive. On va commencer par la 1 heure, parce qu'on a déjà traité la 4 heures. Bon, sur la 1 heure, vous voyez ce rebond effectivement sur la traîne. Pour le moment, on essaye de repasser aussi à ce stade. On essaye de réattaquer le pic qui est ici, mais on n'y arrive pas. Et c'est ce niveau-là, donc le niveau des 27 750 qui nous repousse. On a peut-être un nouveau niveau que je qualifierais peut-être d'être du 15 minutes. On va aller voir ça. Hop. Où là, effectivement, il y a eu par 3 fois un refus de passer sous ce niveau-là. En l'occurrence, je vais vous le mettre ici. On va être bien précis. Voilà, il est même légèrement au-dessus. C'est pas un 15 minutes, c'est quelque chose qui est encore au-dessus. Bon, voilà, on va le mettre un petit peu à la serpe. Je pense que c'est du 5. Alors... Ouais, là c'est propre. Donc du coup, vous le voyez ici, aucune 5 minutes qui arrive à faire un corps de bougie entier sous ce niveau. Donc on a un nouveau niveau qui est apparu autour des 27 451. Est-ce que désormais, ça pourrait être le début d'une nouvelle tendance haussière pour éventuellement... Enfin, d'une nouvelle tendance haussière. Est-ce que ça peut être un point éventuellement où le Bitcoin trouve rebond? C'est-à-dire, est-ce que ce niveau-là peut tout simplement être capable de venir attaquer celui-ci, hein? C'est un peu ça la question du moment. Pour le moment, non, on a un premier échec ici. Bon, là, c'était quasiment un échec aussi, hein. Si on le réajustait un petit peu, on aurait quelque chose très légèrement en dessous, mais on est dans une latéralisation à ce stade tout simplement, donc ça vaut peut-être le coup de tout simplement jouer ça, d'accord? Donc il y a une amplitude qui est pas énorme, 300 à 400$, personnellement moi qui fais assez souvent du x20 en termes de levier, bon 300-400$, ça peut éventuellement être quelque chose d'intéressant, mais à partir du moment où on voit que ce point est perdu, bah, ça veut dire qu'on passe sous la borne ici, donc on s'attendra plutôt à un range entre ces deux bornes là. Si jamais on arrive à repousser ici ce point et à venir rechercher, bien évidemment, grosse prise de profit à partir de ce niveau-là. 300-400$, moi, ça ne justifie pas nécessairement une entrée en trade, sauf si j'arrive à choper, typiquement là, par exemple, exactement ce qu'on a eu sur ce double bottom-là, c'est-à-dire vraiment le point ultime, c'est-à-dire celui qu'on est potentiellement en train de venir chercher là, ici, à ce stade, à savoir 27,4. Ici, vous comprenez également qu'on est venu égaler les 27 262, mais on n'est pas réellement venu retoucher le niveau des 27 149. Donc moi, personnellement, j'aurais attendre déjà potentiellement de voir ce qui se passe si jamais on traverse ça et qu'on vient chercher ce niveau-là. Donc peut-être sur la borne inférieure, éventuellement essayer de chercher du long là-dessus. Pour le moment, vous comprenez que on a eu en 5 minutes finalement cette action-là qui est venue prendre les stops au-dessus de ce niveau-là. Et ben donc pour le moment on a éventuellement, comme c'est souvent le cas dans un range, et ben la volonté de venir prendre les stops qui sont là et ceux qui sont ici. C'est un petit peu ce qu'on a fait d'ailleurs sur ce mouvement là, donc pourquoi pas. Voilà, assez... Enfin, en termes de price action, à ce stade, pour moi... il est possible tout simplement, et vous comprenez ici, on voit très bien ici, voilà, les deux bornes dans lesquelles on est, il est possible qu'on reste là-dedans pendant un certain temps. Ce que je voudrais voir maintenant, c'est de ne pas perdre éventuellement cette weekly, et ne pas la perdre, malheureusement, ça veut dire une bougie entière en weekly, donc ça veut dire qu'on n'aura pas la réponse à ça avant un bon petit moment. Et ça, je peux vous garantir que du coup, on va redézoomer, on va aller voir un petit peu plus en largeur, on va se rebaser sur une daily qui va être celle-ci, c'est-à-dire on va prendre ce point d'accumulation là à celui-ci. Donc là, vous comprenez que ça, c'est une weekly. Celle-ci, on va lui donner une nouvelle couleur d'ailleurs, parce que j'ai pas vraiment de couleur en weekly, mais on va lui donner une couleur, on va la mettre en orange. Non, orange, c'est déjà une couleur que j'utilise pour le 4 heures. On va la mettre en violet, un peu plus flashy. Encore un peu plus flashy, voilà, quelque chose comme ça, voilà. Ici, on a cette weekly, et là, on a cette daily. Là, on avait fait un joli plus bas au niveau des 20 000. Et si jamais les astres s'alignent, c'est-à-dire qu'on a effectivement ce double top. Donc là, pour moi, très mauvais point d'entrée. Hein. On pourrait éventuellement ici essayer de rentrer plutôt en haut de quelque chose, hein, c'est-à-dire une fois qu'on aura éventuellement... Alors, très mauvais point d'entrée, c'est à vous de voir, hein, mais... Moi, pour moi, ça serait pas un niveau, c'est un niveau ici que je qualifierais d'opportuniste. C'est pas un niveau d'avarice. Et les niveaux d'avarice, en général, ils payent bien mieux que les niveaux d'opportuniste. C'est-à-dire que vous avez des bonnes chances. Si vous rentrez ici, par exemple, à la cassure très légère de cette ligne de coup-là,
eh ben, de pas forcément que ça soit pas forcément payant. Maintenant, le problème qu'on a, c'est que dès qu'on va venir attaquer cette zone là, eh ben ça va s'accélérer. Hein. Pourquoi? Parce qu'on aura une cascade de liquidation ici en dessous, et si jamais on essaye d'aller ici dans cette zone, donc en dessous, eh ben on aura ici un long squeeze, donc on aura éventuellement tous des stops qui vont se déclencher les uns après les autres et qui vont déclencher tout simplement des ordres de vente qui font qu'on va tout simplement baisser dans le carnet d'ordre. Donc ça, c'est relativement hasardeux, c'est-à-dire celui qui intervient ici à la cassure, il prend le risque de se faire short squeezer, puisqu'on perd un niveau important et que donc du coup, le risque c'est ça, c'est-à-dire vous rentrez en short à ce stade-là, mais malheureusement le prix vous donne un rebond et derrière on vient faire le vrai mouvement. Personnellement, j'aurais plutôt tendance à la jouer serrée, c'est-à-dire jouer ce genre de scénario, ne pas rentrer à la cassure de ce point-là si jamais on y va ici en ligne droite. Par contre, en revanche, si ici on a un rebond et que là on vient casser ce point-là, là ça peut commencer à être intéressant. Sous-entendu, je prends mon short ici, je m'attends à ce qu'on vienne réellement tester les 27,2. Ici, je pratique une prise de profit assez conséquente, peut-être 50% de mon trade, et là, je laisse courir mon runner pour éventuellement aller chercher une target qui serait plus basse. Comprenez bien que si on fait tout ça, c'est-à-dire tout simplement rejet, donc on continue à rejeter sur cette 4 heures, effectivement, on fait le mouvement sans même nécessairement réellement perdre la weekly, c'est-à-dire qu'on peut typiquement faire quelque chose comme ça. Et là, vous comprenez que la structure précédente, elle est là. Et ce que je vous montre là, c'est d'aller chercher la liquidité là-dessous. Là, on avait accéléré très vite, d'accord? Et on était venu chercher cette fameuse trend. Est-ce qu'on ne pourrait pas venir rechercher à nouveau cette trend-là? Et que je vous mets là bien en avant, c'est la daily qui est ici, d'accord? Est-ce que, finalement, on ne viendrait pas chercher la target short qu'on a ici depuis, et cela un moment, suite à un nouveau rebond dans lequel on liquide la liquidité dont je vous parlais et qui est de la liquidité sur les 5 derniers jours. Donc là, on pratique le short squeeze, ensuite on se retourne et on laisse pas les shorts rentrer parce qu'on fait réellement ce mouvement extrêmement baissier tout d'un coup pour tout simplement venir derrière nettoyer toute la zone qui est là. Ça serait peut-être éventuellement un truc qui serait éventuellement intéressant à faire. Personnellement, je pense pas prendre ce short parce que parfois il y en a qu'il faut pas prendre, il y en a tout simplement sur lesquels on n'y croit pas forcément parce que moi, personnellement, je pense plutôt qu'on va revenir ici péter les 31 et qu'on va accumuler ici dans cette zone du short. Maintenant, est-ce qu'on n'a pas besoin de passer sous cette fameuse limite psychologique des 27,2 pour éventuellement tout simplement enclencher un maximum de shorters et là pour le coup derrière déclencher ce fameux mouvement haussier? Est-ce qu'on n'a pas besoin, un peu comme on l'a fait là, vous le voyez, pour prendre l'exemple, et ben finalement de venir prendre la liquidité sous la structure, c'est une question qui est intéressante de se poser, donc là, prendre la liquidité sous la structure, faire la même chose, ne pas réellement perdre cette weekly qui est ici, c'est-à-dire faire le mouvement sur à peine quelques jours, réintégrer ensuite et finalement nous donner quelque chose qui a un petit peu cette gueule-là. C'est une possibilité aussi. Mais personnellement, si jamais là on fait si jamais là on fait une structure de retournement, j'aurais tendance à peut-être plutôt tenter le long là, éventuellement justement avec prise de profit ici, assez importante également, peut-être 50% du trade également, et essayer de laisser courir le runner par là, plutôt que de tenter tout simplement de prendre le short dans cette zone là pour venir prendre la liquidité qui se trouve en dessous et éventuellement retester la daily qui est là. Malheureusement, on a quand même pas mal de mauvaises news. Je pense que il y a beaucoup de choses qui vont tenir tout simplement au CPI. En fait, si on dézoome ici un petit peu, on est toujours dans la même latéralisation. Et ça, depuis un moment, depuis désormais, finalement, le 18 mars. Et on est finalement dans un range entre cette board-là et cette board-là qui nous a donné au-dessus une prise de liquidité en haut. Maintenant, est-ce qu'il ne va pas nous donner la prise de liquidité en bas et ensuite résolution haussière? Question intéressante à se poser. Donc du coup, pour moi, la direction elle est indécise ou en tout cas, j'ai pas alignement de la structure avec la liquidité, donc c'est assez compliqué de vous donner vraiment entre guillemets. Et d'ailleurs, je le fais pas sur le Discord en ce moment, etc. Parce que pour moi, c'est pas des trades qui sont extrêmement, dans lesquels j'aurai extrêmement confiance. Donc il y a certains trades que je peux prendre moi, mais tant que je leur donne pas un indice de confiance, on va dire de 8 sur 10, je vais pas nécessairement ni les poster sur le Discord, ni réellement, dire là, je pense qu'on va faire une entrée, etc. Tout simplement parce que à ce stade, on est plutôt dans une latéralisation, donc latéralisation égale indécision.
Donc voilà pour mon analyse, malheureusement un petit peu tronquée, entre guillemets, avec moins de force qu'à l'habitude pour vous donner une direction préférentielle. Voilà, personnellement, du coup, dans ces cas-là, moi, quand je sais pas, j'estime, voilà, pouvoir dire que je ne sais pas, et à ce moment-là, du coup, rester tout simplement à l'abri et pas forcément rentrer en trade. À savoir que là, on a quand même ce M-top ici, au niveau chartiste, hein, à proprement parler, qui vient potentiellement de s'activer depuis qu'on a perdu cette zone-là. Si jamais ce M-top s'active, vous comprenez que potentiellement, ça veut dire aller à sa target, ce qui veut dire perdre également la ligne de coup du M-top qui est lui plus gros, hein. À l'intérieur de celui-là, on a un autre M-top qui est celui-ci, et auquel cas, du coup, là, ça activerait effectivement ces targets autour des 25,2, 26. Donc voilà, attention à ça. Personnellement, si vraiment on doit baisser, je serais plutôt fervent des 22,5. Et voilà, du coup, je pense que si on devait baisser, à mon avis, on le ferait après quand même un petit rebond. Donc ça aurait un petit peu plus cette gueule-là que autre chose. C'est-à-dire potentiellement même un retest de la 4 heures ici. Vous la voyez, la 4 heures, elle est là. Un retest de ça, et puis s'en va, par exemple, ce genre de choses. Donc j'attends de voir les structures en 5 minutes ici, et si jamais je suis devant les écrans et que j'arrive à choper ce short, à ce moment-là, ça peut être vraiment super intéressant, effectivement, d'être dedans. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, activez la cloche de notification, éventuellement venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con. Et aujourd'hui on est le 9 mai, et le 9 mai c'est un jour très spécial, notamment en Russie, puisqu'on commémore la victoire sur eh bien l'Allemagne nazie. Il faut comprendre ici, et pour moi c'est vraiment des choses importantes dans l'histoire, que pendant la guerre, il y a eu effectivement Omaha Beach, il y a eu effectivement les États-Unis ont réellement aidé au débarquement, etc. Mais que il y a énormément, et d'ailleurs à la fin de la guerre de 39-45, la moitié de la France était communiste. On a aussi énormément de résistants qui étaient des gens communistes. Personnellement, du coup, une petite pensée pour mon grand-père aussi, qui a été déporté plusieurs fois, etc. Enfin, d'une partie de ma famille, plutôt mon oncle, et mon grand-père également, qui lui-même était communiste, et dont le papa était communiste également, maire d'une ville en France communiste. Tout ça était vraiment, alors en France, on était 50% de personnes qui étaient plutôt pro URSS à la fin de la guerre. Il faut pas oublier qu'il y a eu 20 millions de morts, il faut pas oublier les batailles de Stalingrad, toutes ces choses-là. Donc je me trouve relativement également choqué, un peu outré que on n'invite pas nécessairement ici la Russie, même actuelle, puisque c'est un devoir d'histoire, et bien tout simplement aux commémorations qu'on peut avoir, puisqu'ils ont été réellement partie prenante dans cette bataille qui, sans eux, encore une fois, n'aurait tout simplement pas été gagnée. Donc voilà, ça me paraît important de dire que le drapeau qui a flotté sur Berlin, c'était un drapeau rouge, et de quand même rendre à l'histoire ce qui est à l'histoire, et effectivement de dire le sacrifice au niveau de la pyramide des âges, etc., et toutes ces choses-là en Russie, il a été signifiant, il a été extrêmement important. Je suis pas nécessairement non plus pro-russe, etc., mais je trouve que il faut rendre justice ici à ce qui devrait être dans les livres d'histoire quand même. Et donc du coup voilà, je voulais simplement, c'était pas une question à la con, c'était tout simplement cette idée de dire que tout simplement on doit beaucoup aux Russes, et il ne faut pas l'oublier dans ce cadre-là. Donc du coup la question à la con du jour, elle va être forcément sur la Russie, et d'une certaine manière, on sait qu'en ce moment la Russie est très mal vue, elle a très mauvaise presse, etc. Mais voilà, quels sont éventuellement vous-même personnellement, voilà votre sentiment sur tout simplement la Russie. Question à la con, mais quel est votre sentiment actuel, et quelle est votre vision de l'histoire là-dessus. Certes, on sait que d'une certaine manière, ce que je veux dire par là, c'est que du coup ceux qui veulent couper la vidéo
vidéo, vous pouvez maintenant, ça va être vraiment de l'aparté à partir de là, etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut comprendre à un moment donné que du coup, en termes d'intelligence, les États-Unis n'avaient pas nécessairement énormément de solutions à ce moment-là. Ils avaient soit la solution communiste en France, puisque, comme je vous le dis, 50% de la France était vraiment communiste en 1945. Ils avaient que cette solution-là, ou d'un autre côté, ils avaient également De Gaulle, qu'ils aimaient pas du tout, et ils aimaient pas du tout De Gaulle, tout simplement pour plein de raisons, tout simplement parce que De Gaulle avait, on va dire, une certaine vision de la France qui n'était pas nécessairement ce dont eux, ils avaient besoin. Donc derrière, ils ont tout fait pour dégager De Gaulle, et d'ailleurs, De Gaulle, finalement, se fait dégager un peu en mai 68, et c'est un peu, quelque part, mai 68, notre révolution de couleur à nous. Je dis pas que l'intelligence américaine a organisé mai 68, je pense que c'était quelque chose qui... personnellement, j'adore ces années-là, j'adore la musique, j'adore toute la période hippie, etc. Mais il y a un moment donné où il faut être clairvoyant aussi sur ce qui s'est passé dans certains endroits. Et donc, du coup, on peut quand même se poser la question, est-ce que finalement, notre révolution de couleur à nous, ça n'a pas été mai 68, et est-ce que, quelque part, elle n'a pas été orchestrée en partie par une forme d'intelligence américaine? Ce que je veux dire là, c'est avoir une relecture de l'histoire, et bien des nouveaux événements qui se sont passés après, notamment toutes les autres révolutions de couleur dans tous les autres pays, qui ont été à la fois parfois pour le bien de ces pays-là, et à la fois derrière, finalement, quand on a vu ce qui s'y était passé, on n'est pas forcément ici extrêmement... on n'est pas forcément mieux d'une certaine manière une fois qu'on a libéré ces pays finalement de leurs dictateurs. Est-ce que les pays sont réellement mieux? J'ai pas le sentiment que ça soit vraiment le cas. Donc la question ici, c'est qu'il faut faire attention de ne pas faire preuve d'ethnocentrisme, et également, bien évidemment, toujours analyser ce qui se passe au travers du prisme de l'histoire. Et le prisme de l'histoire, pour moi, ça me paraît intéressant d'avoir cette vision-là, qui est tout simplement de dire, bon, on était à un moment donné dans une période où c'était extrêmement compliqué d'avoir une forme d'influence sur un pays qui était essentiel, qui était la France. On a eu aussi à un moment donné, peut-être c'était certainement une chance d'avoir le général de Gaulle qui a quand même dit on va faire du nucléaire civil, on va faire du nucléaire militaire, on va avoir une grande armée, on veut notre droit de veto à l'ONU, on est quand même dans les 5 nations qui ont effectivement ce droit de veto là, etc. Donc finalement, quelque part en France, on est encore en train de vivre sur cette espèce de vision, ce mec qui avait une vision de la France qui était quand même au-delà des 30 ans, 50 ans, et qui a relativement mangé au moment où il était au pouvoir, il a relativement morflé, alors que finalement, quelque part aujourd'hui, je pense qu'on peut d'une certaine manière lui dire merci. Voilà, c'était un très très long aparté, mais voilà, juste simplement la réflexion, puisque c'est le 9 mai et qu'il y a eu 20 millions de morts effectivement pendant la guerre du côté russe, de simplement pas oublier ça. Je ne cautionne aucune des choses de ce que fait la Russie actuellement, bien évidemment, mais je prétend juste éventuellement avoir une réflexion sur l'histoire qui rend l'histoire ce qu'elle est réellement, et c'est-à-dire qu'aujourd'hui finalement on se retrouve dans une autre forme de quelque chose, mais c'est toujours finalement la même histoire qui se répète. Désolé, c'était un très long aparté, je pense que beaucoup ont coupé d'ici là. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Demain, vraisemblablement, elle se fera plutôt en fin d'après-midi, début de soirée. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien, et j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain, portez-vous bien, à très bientôt, ciao.